Bonjour chers élèves. Dans cette vidéo, vous trouvez tous les sujets relatifs aux romans autobiographiques, la boîte à merveilles et leurs corrections. Vos commentaires nous encouragent à avancer et à faire plus d'efforts. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime. Sujet de la production écrite. Faut-il, à votre avis, accorder une grande liberté aux jeunes, ou au contraire doit-on la limiter ? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue, avec des arguments et des exemples précis. La jeunesse est une période très sensible, qui se caractérise par l'activité et la créativité, car les jeunes deviennent de plus en plus autonomes. Parfois, ils refusent d'être soumis à une oppression quelconque de la part de leurs parents, de leurs professeurs voire de leurs amis intimes. À vrai dire, ils sont pareils à une bombe à retardement prête à s'exploser face à toutes sortes de contraintes. Or, certains pensent qu'il faut leur accorder, aux jeunes, une liberté totale, d'autres sont plutôt d'avis qu'il faut la limiter et la restreindre. Alors, qui a raison et qui a tort ? Par la suite, nous allons présenter les arguments des adjuvants sans oublier ceux des opposants. Pour soutenir leurs convictions, les adjuvants affirment qu'il faut accorder plus de liberté aux jeunes, car elle est une condition indispensable pour exciter et motiver leur créativité. Tout de même, quand le jeune ressent de la liberté, il peut automatiquement avoir confiance en lui-même et devenir responsable au futur, car tout simplement les jeunes d'aujourd'hui sont les hommes de demain. De surplus, l'être humain est né libre, il est illogique de restreindre sa liberté comme un esclave, c'est le cas des enfants qui deviennent souvent victimes d'intimidation. Cependant, les opposants pensent autrement, car ils affirment que le fait de donner une liberté totale aux jeunes est une mauvaise idée, car une grande liberté peut conduire le jeune à s'adonner à la drogue, au tabagisme, à la prostitution. De surplus, il faut protéger les jeunes, car ils ne sont pas assez mûrs, et ils n'arrivent pas à distinguer le bon du mauvais. Tout de même, la liberté absolue peut entraîner l'anarchie, à titre d'exemple Antigone, qui jouit d'une liberté totale, chose qui l'a poussé à enfreindre les ordres du roi, et ainsi mourir indignement. En somme, les avis ne sont pas parallèles, car chacun voit la chose à partir de ses propres convictions. Quant à moi, je vois que la liberté est une arme à double tranchant, elle peut nuire à la santé et à la vie tout entière, surtout si on n'en fait pas un usage modéré et logique. Mais, elle peut créer une confiance entre les individus, surtout, entre les enfants et leurs parents. D'ailleurs, y a-t-il une relation entre ce sujet et le conflit de génération ? Sujet de la production écrite. Comme Sidi Mohamed, certaines personnes préfèrent être seules que de vivre en société. Que pensez-vous ? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue, avec des arguments et des exemples précis. Comme chacun sait, la solitude est un phénomène social dont souffre un nombre important de gens, car il arrive souvent à un individu de se sentir seul même au sein de sa famille et de ses amis, et puis elle est un sentiment néfaste, car cet état d'isolement peut être vécu comme une souffrance. D'ailleurs, certains aiment rester seuls au lieu de se mêler aux autres, d'autres s'y opposent. Alors, pourquoi cette différence entre les deux ? Dans ce qui suit, on va commencer par les arguments des adjuvants, puis on va passer à ceux des opposants. Pour défendre leur point de vue, les adjuvants donnent comme argument que la solitude est la meilleure solution pour s'échapper des problèmes personnels. De plus, chaque personne a besoin parfois de rester seule, soit pour trouver de solutions à ses problèmes, ou bien pour prendre des décisions personnelles. À cela s'ajoute que certaines personnes considèrent comme une solution pour éviter les mauvais amis qui infectent négativement leur vie. Tout de même, parfois il s'agit d'un choix personnel d'une personne, car elle préfère ne pas se mêler des autres, peut-être car il représente pour lui un danger permanent. Sans oublier que l'isolement peut être productif, dans la mesure où la personne peut produire des poèmes ou des écrits personnels. Mais, les opposants pensent autrement, car ils affirment que la solitude est une maladie psychologique. Aussi, elle peut nous priver de pratiquer nos loisirs, et de jouer avec les autres. C'est le cas de Sidi Mohamed, qui refuse l'amitié de Zineb, et aussi de ses camarades du MSI. De surplus, la solitude peut devenir un obstacle devant la vie sociale de chaque personne. Ainsi, la créativité devient de plus en plus médiocre pour ne pas dire absente. En plus, l'isolement ne peut qu'être mortel surtout à long terme.
Sans oublier que Dieu nous a créés pour découvrir et connaître les autres, d'où l'importance de s'intégrer dans la société et de participer avec ses idées et ses pensées. En outre, la solitude produit des psychopathes et des malades psychologiques, et par conséquent des meurtriers et des criminels. Pour conclure, certains voient positivement la solitude, alors que d'autres la voient négativement. À mon avis, je trouve qu'elle est un sentiment adorable, il faut l'accepter, car c'est un choix personnel, donc il faut respecter ce choix. Mais parfois la solitude n'est pas efficace pour les petits-enfants. Alors, quelle est la différence entre ce sujet et la dépression ? Sujet de la production écrite. Certaines personnes préfèrent recourir à la superstition et à la visite des saints et des marabouts pour trouver des solutions à leurs problèmes. Que pensez-vous ? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue, avec des arguments et des exemples précis. Depuis longtemps, les sociétés du monde arabe recourent à la superstition pour résoudre des problèmes ou pour connaître l'avenir. Elle était et elle est encore une pratique souvent privilégiée par un grand nombre de personnes. Ce sujet est traité par Ahmed Sefrioui dans son roman autobiographique « La boîte à merveilles » pour montrer la propagation des croyances illogiques dans la société française. D'ailleurs, certains pensent que la superstition est une attitude normale et courante, d'autres s'y opposent. Alors, pourquoi cette différence ? Dans ce qui suit, on va présenter les arguments des adjuvants sans oublier ceux des opposants. Pour défendre leur point de vue, les adjuvants donnent comme argument que la superstition est la bonne solution pour résoudre les problèmes. En plus, elle est un moyen efficace pour dévoiler l'avenir. Tout de même, parfois la science se trouve incapable d'expliquer des phénomènes et des faits bizarres que seuls les sorciers peuvent l'expliquer. Aussi, elle permet de garder la culture des ancêtres. C'est le cas de Lala Zoubida et son ami Lala Esh, qui fréquentent le mausolée de Sidi Ali Bougalb pour demander la guérison de Sidi Mohamed. Souvent, les saints sont des personnes dignes de foi, qui avaient une relation très proche avec Dieu. Sans oublier que la visite des marabouts est une tradition héritée de nos ancêtres, et il est de notre devoir de la garder. Or, les opposants pensent autrement, car ils affirment que la superstition provoque des relations conflictuelles entre les individus. De plus, cette pratique conduit à la violence domestique, à titre d'exemple, la relation tendue entre les parents. De surplus, notre religion islamique interdit cette croyance selon plusieurs versets coraniques et des hadiths du prophète, car elle conduit au polythéisme et au manque de foi en Dieu. Sans oublier qu'une personne morte ne peut rien pour nous, car elle est tout simplement morte. Souvent, les voyants et les voyantes sont des personnes illettrées, et il n'y a que les médecins et les scientifiques qui peuvent arriver à répondre à nos questions et à nos besoins. En termes de conclusion, les avis sur ce sujet diffèrent d'une personne à une autre. À mon avis, je pense que la superstition n'est pas une bonne solution, car elle engendre l'hostilité entre les proches. De plus, j'ajoute que la religion islamique est très claire à propos de ce sujet, vu son impact négatif sur toute la société. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et le divorce ? Sujet de la production écrite. Ashura est perçu, depuis des siècles, comme la fête de l'enfance, de la famille et des traditions. Que pensez-vous ? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue, avec des arguments et des exemples précis. Ashura est une pratique religieuse célébrée dans le monde arabe. Les femmes et les hommes fêtent cette fête et pratiquent des rituels traditionnels compliqués. Sans oublier que les enfants achètent des vêtements neufs. Ce sujet est traité dans La boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui, lorsque Sidi Mohamed part au Messie pour célébrer ce jour, avec les bambins de l'école coranique. D'ailleurs, certains considèrent cette fête comme une pratique relative à l'enfance, à la famille et aux traditions. D'autres s'opposent à cette opinion. Alors, pourquoi cette différence ? Dans ce qui suit, on va présenter les arguments des adjuvants sans oublier ceux des opposants. Pour défendre leur point de vue, les adjuvants donnent comme argument que Ashura est un jour de partage et de charité tout au long de la journée. En effet, les enfants donnent libre cours à leur imagination, à leur joie et à leur liberté. En plus, il y a une relation entre cette fête et la religion islamique, car notre prophète a voyagé de Mecca à El Médina ce jour-là. Tout de même, elle permet de garder pour l'éternité la culture des ancêtres.
c'est le cas de Sidi Mohamed qui célèbre cette fête avec ses camarades, en portant des vêtements neufs. À vrai dire, elle était la seule occasion pour les enfants pour se sentir importants et heureux. Mais, les opposants pensent autrement. D'abord, la fête de Ashura présente un grand danger pour la santé et la sécurité des citoyens, à cause de pétards et tout type de feux d'artifice. Ensuite, le jour de Ashura est un jour de chagrin et de tristesse à cause des pratiques de superstition. Enfin, les opposants pensent que le fait de célébrer la fête de Ashura de cette façon ne représente en rien la religion islamique. Sans oublier que cette célébration est juste une perte de temps et d'argent, argent auquel les pauvres ont besoin au lieu de le gaspiller dans des choses banales. Pour conclure, les avis sur ce sujet diffèrent d'une personne à une autre. Quant à moi, je trouve le fait de célébrer Ashura ne me dérange en rien, car chez nous les gens ne croient pas trop à ces habitudes. Mais, je crois que cette fête vaut beaucoup à la génération précédente. C'est pourquoi, je remarque que le changement et le développement technologique a changé trop dans notre culture. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et les traditions marocaines ? Sujet de la production écrite. Un homme ruiné, dette, mauvaise gestion, faillite, peut repartir à zéro et faire fortune ? Quel est votre point de vue à propos de ce sujet ? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue à l'aide des arguments et des exemples précis. Les sujets de la vie sont plusieurs autant que la diversité de l'humain. En effet, la ruine est un thème important traité dans la boîte à merveilles d'Ahmed Sefrioui. D'ailleurs, certains voient qu'un homme peut repartir à zéro et faire fortune, d'autres s'opposent. Alors, pourquoi cette différence ? Dans ce qui suit, on va présenter les arguments des adjuvants sans oublier ceux des opposants. Pour défendre leur point de vue, les adjuvants donnent comme argument que notre religion présente beaucoup d'histoires, dans lesquelles plusieurs prophètes font fortune. C'est le cas de Sulayman et de Youssef, qui n'avaient rien, mais il est devenu roi d'Égypte. En plus, on dit toujours que le croyant est souvent éprouvé. Mais, les personnes cultivées ont plus de chance à trouver des solutions logiques. Cela les aideront prochainement à devenir fortunés. Dans notre roman, La boîte à merveilles, Maalam Abdeslam a perdu tout son capital, n'a jamais perdu espoir, il a décidé de travailler au périphérique de Fès pour récupérer de l'argent. Toutefois, les opposants pensent autrement. En effet, la personne ruinée ne peut pas supporter le choc, ce qui provoque la dépression. En plus, la faillite mène son propriétaire à devenir un objet de pitié. C'est le cas de Lala Zoubida, lorsque son mari lui dit qu'elle devient une personne marginalisée sans fortune. Aussi, faire fortune nécessite un minimum d'argent, c'est-à-dire qu'il est impossible de devenir riche et de faire fortune à zéro. Prenons l'exemple de la construction d'une maison. Il est impossible de fonder une maison sans une base solide. Pour conclure, l'importance de ce sujet fait que les avis diffèrent d'une personne à une autre. À mon avis, je pense que la ruine est un obstacle, mais c'est possible de le surmonter, car la mentalité progressive permet de découvrir les portes de solutions. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et la mendicité ? Sujet de la production écrite. Beaucoup de personnes préfèrent épouser plusieurs femmes au lieu d'une seule, d'autres voient malhonnêtement cette habitude. Que pensez-vous ? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous présentez votre avis sur le fléau de la polygamie. Sans contredire, l'être humain est le résultat d'une union et d'une liaison parfaite entre deux espèces génétiquement différentes. Mais, ces relations deviennent de plus en plus compliquées et complexes, surtout lorsqu'on passe d'une relation binôme à une autre plus développée. C'est en effet la polygamie, c'est-à-dire le fait d'épouser plusieurs femmes. D'ailleurs, certains pensent que le fait d'épouser plusieurs femmes est une bonne chose, d'autres pensent le contraire. Alors, qui a raison et qui a tort ? Dans ce qui suit, nous allons parler des arguments des adjuvants, sans oublier ceux des opposants. Pour défendre leur point de vue, les adjuvants affirment que le fait d'avoir plusieurs femmes dans sa vie est une bonne chose, car notre religion islamique tolère le fait d'avoir 4 femmes comme épouses, c'est notamment le cas de notre prophète.
Tout de même, plusieurs femmes peuvent être une aide précieuse, en cas du besoin et de difficulté. En effet, la polygamie permet de surpasser les ennuis et l'ennui, car il y aura des disputes et des problèmes à régler, donc il y aura toujours quoi faire. De surplus, c'est un bon sentiment de se sentir aimé de plusieurs et d'être entouré de celles qui vous aiment. C'est un sentiment de protection. Sans oublier que la femme est la meilleure créature du Dieu, sans elle la vie est presque un néant. Les opposants pensent différemment, car ils affirment que la polygamie est une mauvaise idée, car il est difficile de s'entendre avec une seule femme, comme disait Moulay Larbi, qui a goûté le fruit amer de son expérience, quand il a épousé la fille de coiffeur. De plus, les femmes parfois causent des problèmes graves, c'est pourquoi au cas de la jalousie elles peuvent tuer. En outre, notre Dieu a imposé de traiter les épouses avec égalité, chose qui est difficile à atteindre. Sans oublier qu'une seule femme est suffisante, elle peut tout donner pour que son mari soit dans les bonnes conditions. Ainsi, le fait d'épouser une deuxième ou une troisième femme, produit des effets indésirables sur la première femme, comme la dépression, le suicide. Pour conclure, les avis varient d'une personne à une autre. À mon avis, je pense que le fait d'épouser plusieurs femmes est une chose, je dirais malhonnête, car il faut prendre en considération que la femme est un être humain comme les autres, elle reçoit de la même façon que tout le monde. Aussi, je propose que le mariage soit par amour, pour qu'il durera pour l'éternité. Alors, y a-t-il une relation entre ce sujet et le mariage précoce ? Sujet de la production écrite. L'enfance est-elle synonyme d'innocence? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez votre point de vue, avec des arguments et des exemples précis. L'homme est un être mystérieux. Il se distingue des autres créatures par ses différents états d'âme, entre autres, nous citons l'innocence, c'est le cas de quelqu'un qui ignore le mal comme dans la période de l'enfance. D'ailleurs, certains pensent que les enfants sont innocents, d'autres s'opposent. Alors pourquoi cette différence? Dans ce qui suit, on présentera les arguments des adjuvants sans oublier ceux des opposants. Pour défendre leur point de vue, les partisans donnent comme argument que l'enfant est une feuille blanche, car la religion islamique ne punit pas un enfant au cas où il commet une erreur. De plus, l'enfant ne sait, ni tromper, ni frauder, ni tricher. Aussi, l'innocence est la particularité de l'enfance, car les enfants agissent toujours honnêtement et sans mensonge. Ce sujet de l'enfance est traité dans le roman autobiographique, La boîte à merveilles, dans lequel l'auteur montre et décrit une partie de sa vie qui restait gravée dans sa mémoire. Cependant, les opposants pensent autrement, en effet, l'enfance est la période de l'égoïsme et de la témérité. De surplus, l'enfant est une créature humaine, et il n'y a aucune différence entre lui et un garçon adolescent. C'est pourquoi, il reçoit les pénalités qui conviennent à ses comportements maladroits. En outre, l'innocence des enfants est un faux sentiment, dont on recourt juste pour tromper les adultes, comme le cas des bambins de l'école coranique qui imitent les parents, les voisins et le maître de l'école pour se montrer adultes. En termes de conclusion, l'importance de ce sujet fait que les avis diffèrent d'une personne à une autre. À mon avis, je pense que l'enfance est le commencement de la vie. Aussi, avoir une enfance heureuse ou malheureuse, peut marquer à jamais la vie d'un adulte, et c'est notamment le cas de notre auteur maghrébin. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et le vagabondage? Sujet de la production écrite. Le travail est pour les uns une source de vie et de continuité, tandis qu'il est pour les autres une activité physique routinière. À qui donne-t-on raison, à votre avis? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez votre point de vue, avec des arguments et des exemples précis.
Avant tout, il faut préciser que la vie n'est pas toujours facile, il faut s'inscrire dans le dilemme de la force et de la compétition pour pouvoir gagner sa vie. C'est pourquoi, il est indispensable de travailler pour survivre et arracher une place importante parmi tant d'autres. Cependant, nombreux sont les personnes qui considèrent le travail comme une activité sine qua non, d'autres sont plutôt pessimistes. Alors, à qui donne-t-on raison? Dans ce qui suit, on présentera les arguments des adjuvants sans oublier ceux des opposants. Pour défendre leur point de vue, les partisans donnent comme argument que le travail est un mécanisme vital qui donne vie à toute personne, car il garantit la nourriture et facilite la vie sociale de tout individu. De plus, grâce au travail on peut obtenir le respect des autres, autrement dit, si on travaille, les autres nous donnent une valeur. De surplus, sans travail l'homme est presque mourant, c'est pourquoi des gens tombent dans la dépression grâce au chômage. Aussi, la valeur d'une personne dépend de son activité, c'est justement ce que Voltaire a souligné en disant que le travail éloigne de nous trois maux, l'ennui, le besoin et le vice. Cependant, ces arguments ne sont pas toujours convaincants. En effet, les opposants affirment que le travail devient parfois ennuyeux, car on tombe dans la routine. C'est pourquoi, à force de refaire la même chose plusieurs fois, cela devient monotone. En outre, ils demandent une grande énergie physique et morale, surtout avec des travaux pénibles. Sans oublier que lorsqu'on travaille, il y a des voyous qui nous prennent pour des riches, par conséquent on pourrait devenir victime d'un vol ou d'une agression. De surcroît, un travail qui nécessite une grande énergie sans une rentabilité importante est juste perte de temps et d'énergie. Pour arriver à terme, le débat sur ce sujet demeure incessible, vu que les avis s'entremêlent. À mon avis, je pense que le sujet du travail est sans contredire un sujet sensible, car il est le centre autour duquel tourne toute la vie humaine. De ma part, je propose de faire plus d'efforts pour atteindre les sommets de la réussite. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et le chômage? Sujet de la production écrite. Certains élèves préfèrent suivre leurs études dans des établissements modernes et sophistiqués, d'autres ressentent de la nostalgie envers l'école traditionnelle. Laquelle préférez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous défendez votre choix, avec des arguments et des exemples précis. Parler de l'enseignement, c'est parler d'un parcours que chaque individu doit suivre pour atteindre des objectifs. Sans oublier que grâce aux études, on peut devenir des personnes valorisées et cultivées. Or, nombreuses sont les voies pour y arriver. D'ailleurs, certains sont plutôt d'avis que l'école moderne est le meilleur choix, d'autres pensent autrement. Alors, qui a raison et qui a tort? Dans ce qui suit, on va commencer par les arguments des adjuvants, sans oublier ceux des opposants. Les adjuvants soutiennent leur position en la défendant avec un nombre important d'arguments. D'abord, que la majorité des jeunes sont attirés par les nouvelles technologies et par conséquent, par les nouvelles méthodes d'enseignement. Autrement dit, les moyens sont devenus de plus en plus sophistiqués et développés. Ensuite, les professeurs sont souvent sympathiques et compréhensibles, ils considèrent les élèves comme des amis proches d'eux. Aussi, dans ce type d'établissement, on peut acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles matières. C'est le cas des mathématiques, de la physique et de la chimie. Or, les opposants préfèrent penser d'une façon différente, car ils voient que l'école traditionnelle fait partie de la culture marocaine et de la religion islamique, ainsi c'est mieux de garder la culture de nos ancêtres et de la préserver. De surcroît, elle est souvent une mosquée proche de tout le monde, on peut faire la prière et au même temps apprendre le Coran, à vrai dire, on peut toujours être proche du Dieu. De plus, le programme scolaire est principalement le Coran et le Hadith, donc c'est une bonne chose, qui nous fait apprendre l'éthique et les principes de la religion islamique. En somme, les avis diffèrent d'une personne à une autre. À mon avis, je pense que l'école moderne est la plus adéquate pour notre génération, car on suit toujours la modernité. C'est pour cela, je la préfère tant. De surplus, on peut apprendre le Coran et les hadiths même dans une école moderne. Alors, quelle est la relation entre ce sujet et l'éducation? Merci de votre attention. Nous vous invitons de vous abonner à notre chaîne et de nous encourager avec vos commentaires et vos remarques.